Well, good morning. Thank you very much. Bonjour à tous, merci de cette invitation à cette conférence tout à fait fascinante. Je vais être un petit peu plus technique que l'orateur précédent et j'évoquerai plusieurs questions. Tout d'abord, vous donner un petit aperçu du paysage du stockage énergétique, également de l'innovation en matière de stockage énergétique, et deux voies, en particulier le stockage statique. Et là, je m'inspirerai de ma spécialité en électrométallurgie et je vous parlerai de cette approche justement en électrométallurgie et donnerai un petit aperçu de ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années et ce qui peut peut-être nous aider à mettre sur pied des applications statiques de stockage. Et puis, je m'intéresserai également au stockage d'énergie dans le domaine des transports et je vous dirai que le lithium, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas la technologie qui convient pour les batteries du futur. Alors, tout d'abord, le stockage énergétique. Alors, je travaille sur les batteries, comme le professeur Tarascon vous l'a dit, et j'ai démarré cette recherche dans les années 90 au MIT. Et ça m'a un petit peu gêné à un moment parce que les gens étaient un petit peu interloqués quand je leur disais que je faisais de la recherche sur les batteries. Les gens pensaient que c'était un petit peu dépassé, que ça faisait très 19e siècle. Donc je voudrais justement battre en brèche certaines idées reçues sur les batteries. Les gens ont l'impression que rien n'a changé, ce qui n'est pas vrai, puisque lorsqu'on se penche sur les différentes techniques de recharge, vous voyez ici en watt-hour par kilogramme, alors je sais que je dois me conformer au système métrique international, donc je parlerai en joules par kilogramme, mais sinon c'est vrai qu'on parle beaucoup en watt-hour par kilogramme dans notre industrie. Vous voyez l'acide de plomb, le nickel-cadmium, le nickel métal hydrure et puis les ions lithium aujourd'hui. Alors, pour être un petit peu humble, c'est vrai que le pétrole, vous voyez, ça produit 12 000 Wh par kilogramme. Donc, ça me rend un petit peu humble. Mais au niveau systémique, la différence n'est pas si flagrante. Si on prend en compte la masse du moteur, la transmission, etc., et qu'on compare cela à un véhicule électrique, on s'aperçoit que ce n'est pas si différent que cela. On a la loi de Moore, à savoir qu'un transistor finalement compte double tous les 2 ans, et puis les microélectroniques qui ont beaucoup évolué. Maintenant, on sait fabriquer vraiment un niveau de miniaturisation jamais égalé. Et puis on a de nouvelles batteries qui utilisent de nouveaux procédés chimiques et qui vont donner lieu à des innovations tout à fait radicales. Et puis, je voudrais aussi lutter contre cette idée reçue qu'il pourrait y avoir la batterie idéale. Non, il n'y a pas de batterie idéale. Il y a une batterie qui convient à chaque usage. Il n'y a pas besoin de payer des caractéristiques ou de financer des caractéristiques pour certaines batteries qui ne seront pas utilisées, qui ne sont pas utiles. Dans les années 70, aux États-Unis, on avait le choc pétrolier, mais dans les années 80, les importations avaient réduit de 82%, et ça a permis de lutter contre ce cartel qui avait mis en place, qui avait conduit au choc pétrolier. Le marché, finalement, a répondu à cette attitude. Donc, il faut réagir en fonction de la réalité. Les téléphones portables doivent être conçus pour pouvoir être utilisés par les gens les plus simples. Les véhicules, les automobiles, évidemment, doivent être capables de résister aux collisions et ça augmente le coût du véhicule. La sécurité, c'est quelque chose de tout à fait essentiel parce qu'aux États-Unis, par exemple, lorsqu'il y a
quelqu'un qui est blessé, tout le monde se défile, tout le monde essaye finalement de rejeter la faute sur le vendeur de l'équipement. Donc il faut être prêt à cela. La température de service aussi, évidemment, il faut qu'elle soit contrôlable et évidemment les batteries statiques, on les a pas au contact du corps humain, donc on a beaucoup plus de liberté dans le choix des procédés chimiques. Mais c'est une question de prix aussi. Quand on remplace la batterie d'un ordinateur portable, ça coûte à peu près 2 000 à 3 000 $ par kilowattheure. Ça, c'est le coût d'investissement d'une batterie. Pour un téléphone portable, c'est à peu près 1 000 $ par kilowattheure. Pour les véhicules électriques, pas pour les hybrides, mais pour les véhicules électriques, c'est 250 $ par kilowattheure. C'est encore très cher, à mon avis, mais bon, c'est ce que je peux indiquer comme prix. Pour le stockage statique, c'est à peu près 100 $ par kilowattheure. Vous voyez, on a une différence tout à fait criante ici. Alors, ne vous laissez pas persuader que par des gens qui vous disent que les téléphones portables vont pouvoir stocker je ne sais pas combien de choses à l'avenir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce dont on a besoin, c'est du stockage statique. C'est de ça dont la société a besoin. Et évidemment, on n'arrive jamais à mettre le curseur au bon endroit parce que les combustibles fossiles sont tellement bon marché. Donc le stockage, c'est tout à fait essentiel pour les renouvelables. C'est cela qui finalement fait obstacle à la demande, à la fourniture pour la demande de base. C'est important. Et il faut qu'on puisse stocker parce que si on ne peut pas stocker la lumière du soleil lorsque le soleil ne brille pas, peu importe le nombre de watts par mètre carré, si on ne peut pas produire d'électricité la nuit, ça ne sert à rien. Si je vous disais que vous pouvez vous brancher ici et que vous avez de l'électricité gratuite 12 heures par jour, mais que je ne sais pas quand ces 12 heures seront disponibles, qu'est-ce que vous faites? On ne peut pas faire tourner un hôpital, on ne peut pas faire fonctionner une école ou une usine comme cela. On parle des réseaux intelligents, des réseaux électriques intelligents, des smart grids avec des lissages de charge, des réglages de la fréquence, etc. Mais tout ça, ça demande des batteries énorme. Donc le stockage, c'est tout à fait clé. Et ce n'est pas juste des batteries que l'on compare à d'autres batteries, c'est des batteries par rapport à la combustion. Si on a pour l'instant, on utilise pour la demande de pointe les turbines à gaz. Donc lorsqu'il n'y a pas de solaire, on utilise une turbine à gaz. C'est bien. Et je ne porte pas de jugement. Je dis simplement que ce n'est pas complètement vert, c'est peut-être un peu jaune quand même. Donc, si on veut être vraiment vert, il faut penser différemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, les batteries lithium-ion ne fonctionnent pas très bien. C'est pas de l'énergie, c'est de la plynergie. C'est-à-dire que le tout fait moins que la somme de ses parties. Et donc, il faut utiliser la chimie pour les éléments ou avoir des procédés chimiques qui utilisent des éléments qui sont présents en abondance sur la surface de la Terre. Si la demande pour le platine augmente d'un facteur de 100, est-ce que vous pensez que le prix du platine va baisser? Non, ça va s'envoler. Donc, il faut être très prudent. L'ingénierie basée sur les coûts, l'ingénierie basée sur et il est temps d'utiliser ce concept d'optimisation des coûts pour la recherche. Ça sert à rien d'utiliser des concepts qui utilisent des ressources naturelles qui sont très faiblement présentes sur Terre. Aux États-Unis, on dit ça coûte rien, ça coûte le prix de la saleté. Et évidemment, si on veut quelque chose qui coûte rien, il ne faut pas commencer à utiliser des choses qui coûtent les yeux de la terre.
de la tête, pardon. Donc les batteries qui ne sont pas chères, c'est important. Et je me suis inspirée des économies d'échelle de l'électrométallurgie moderne et par exemple des fours à aluminium. C'est vrai que ce n'est plus ce qui se passait aux États-Unis il y a 150 ans de cela. C'est vrai que ce que je veux dire par des économies d'échelle, c'est qu'on prend de la bauxite dans un pays, du carbone dans l'autre, on utilise 13 kWh d'électricité dans une usine avec des coûts d'investissement de $5 000 par tonne et on a quand même du métal qui coûte moins d'$1 par kilo. Donc ça, c'est la puissance de l'électrométallurgie moderne. Pourquoi ne pas l'appliquer aux batteries? Voilà, ici, à Four, c'est chez Péchinet. Et ça a été inventé en 1886 par Charles Martin Hall aux États-Unis et par Paul Héroux en France. Vous voyez, ça fait 15 mètres. Ici, ça fait à peu près 3 mètres. Et on voit ici les différents plots d'acier et ça fait 1 kilomètre. Et ça, c'est une énorme piscine d'aluminium fondu. Ça fait pas juste des toutes petites cellules du poing qui sont grosses comme mon stylo ici. On peut pas faire du stockage avec quelque chose qui est gros comme mon pouce. Même si on avait de la main-d'œuvre gratuite, ça servira à rien. Donc voilà pourquoi ça coûte peu cher de fabriquer de l'aluminium. Voilà ici le brevet de Charles Martin Hall en 1889. Voilà, vous voyez ici la réduction d'aluminium en dissolvant de l'oxyde d'aluminium dans un bain de sel de fluorure. Voilà ici le brevet de Monsieur Paul-Louis Toussaint-Héroux avec ce procédé électrolytique pour la préparation de l'aluminium. Vous voyez que c'est magnifique. On a des seaux, on a des enluminures, etc. Alors, comment utiliser justement cette idée, le même genre d'idée pour inventer une batterie peu chère? La batterie, ça s'est stocké, mais la batterie, ça n'aime pas les courants élevés, les courants à haute intensité. Donc, ceux qui sont les spécialistes des réseaux de transport essayent d'apprendre aux batteries à aimer le courant à haute intensité. Et je pense que c'est pas la bonne façon d'y s'y prendre. Alors, il faudrait une espèce de puits à courant, comme ici, ce qu'on fait avec l'aluminium. Alors, pourquoi est-ce qu'une cellule d'aluminium, ce n'est pas une batterie? Vous voyez ici la coupe. En coupe, on a un gros morceau de carbone ici, ici le sel fondu, l'électrolyte, et puis l'aluminium en bas. On a l'aluminium fondu en bas, et puis on a l'oxyde de carbone qui s'échappe, et c'est à 960 degrés Celsius. Donc, il y a du CO2 qui s'échappe, il faut le piéger, mais même quand on piège le CO2, c'est un isolant ici et ça ne va pas réagir. Donc, on se retrouve que, et c'est comme ça qu'évidemment, il faut qu'il y ait du métal fondu pour les deux électrodes. Alors, la plupart des composés sont fabriqués en métaux et non-métaux. C'est comme ça qu'on produit du sodium, du magnésium, du lithium, etc. Dans la même cellule, ce que je voudrais prendre, c'est le non-métal et produire un deuxième liquide qui doit être un métal et qui doit être produit à l'électrode de la polarité opposée. Alors, vous vous souviendrez sans doute du tableau de Mendeleïev et du système de classification périodique des éléments qui nous dit tout ce dont nous avons besoin. Voilà les métaux ici, du côté gauche, c'est le parti électropositif, et voilà ici le fluor, le chlore, l'oxygène, etc., les non-métaux. Vous voyez ici cet escalier en rouge, ce n'est pas une transition abrupte. Voilà ici l'antimoine. L'antimoine, en soi, c'est un métal, c'est brillant, c'est conducteur, c'est ductile. Cela dit, si on le met en présence d'un métal fort, qu'est-ce que je veux dire par métal
métal fort, c'est-à-dire qui donne beaucoup d'électrons, comme le magnésium. Eh bien, il intimide l'antimoine. Donc, on a quelque chose qui est conductif, et puis on a ce magnésium qui est très fort, et on a le non-métal idéal. Et vous voyez ici qu'on a une électronégativité qui est différente, et on a le delta ici. Donc, sur cette base, c'est ce qu'on a appelé, on a inventé la batterie à métal liquide. Vous voyez ici le sel fondu au milieu, l'antimoine en bas, le magnésium en haut. Comme c'est le MIT, si je parlais de batterie, personne ne me prendrait au sérieux. Donc, je parle d'électrolyse réversible en bipolaire, et là, on me respecte. À la décharge, le magnésium veut se dissoudre et il devient le cation dans l'électrolyte, mais l'antimoine veut progresser dans la solution numéro 2, mais il est l'anion. Et c'est cela la nouveauté ici. Un métal devient l'anion, l'autre le cation, et on a une redéposition de magnésium et d'antimoine. Tout est liquide ici. Je pourrais faire une batterie de la taille de cette estrade ici. Je ne vais pas faire quelque chose avec 6000 batteries de la taille de mon pouce qu'ils font dans les voitures Tesla, dans les voitures électriques. Mais ça coûte les yeux de la tête, et on sait très bien que ça ne va pas avoir de répercussions sur le climat si on vend des voitures électriques à 150 000 $. Donc voilà ici cette électrolyse, le courant, le potentiel, c'est du chlorure de zinc, et ça va être dissous. Donc on a le dépôt de zinc en haut, on a une réduction de potentiel, un strippage du zinc, on a une évolution vers le chlorure, et on n'a pas de retour de pic ici parce que le chlore s'échappe. Et on a donc ici cette zone qui est très intéressante. On voit un dépôt de zinc, un strippage du zinc, et on a un dépôt du tellurium. Alors, bon, vous allez me dire comment est-ce qu'on sait? Eh bien, ici, on fixe le potentiel dans l'électrolyse. Voilà, ici, une électrode en carbone, en verre de carbone, le tellurium. Donc, on a une production de métal, pas par réduction, mais par oxydation, ce qui est complètement différent. Donc, on a fait quelques essais à l'échelle laboratoire. Vous voyez ici, ça passe dans le four. On a ce four et voilà cette coupe de cellules. On a l'anode électropositive. C'est un métal basse densité très réactif, le sel fondu et la cathode électronégative. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on teste plusieurs combinaisons d'alliages qui pourraient être intéressants. Il faut qu'on part de rien, donc il faut tout inventer. Alors ça, c'est à une température relativement élevée, et l'action du courant électrique permet de garder dans la fourchette la température, le niveau de température. Voilà le cycle ici, c'est le sodium bismuth à 560 degrés C. On ajoute du sodium et donc voilà, ici, un système à 0,6 volts, 1 ampère à heure, c'est la capacité de décharge, ici, l'efficacité de Coulomb, et ça fonctionne à 560 degrés, comme je vous le disais. C'est pas du magnésium. Vous imaginerez sans doute ce que c'est de l'autre côté, mais je veux que mes étudiants aient encore le temps de publier sur cet essai. Vous voyez ici que c'est un système à haute tension. 0,7 volts à 450 degrés. Voilà, ici, on a une corrosion de l'écarteur en nitrate et ici, la capacité théorique qui augmente avec les cycles.
Et bon, c'était efficace jusqu'à ce qu'on observe cette corrosion du nitrate ici. Donc, je vous ai montré ce qui peut se passer. On a évidemment des modes de défaillance qu'il faudra prendre en compte. Les interfaces liquide-liquide sont très rapides sur le plan cinétique puisqu'il n'y a pas de nucléation gazeuse. Et voilà ici ce nitrate de bore avec des microélectrodes en rhénium. Ça, c'est des ampères par centimètre carré, 500, 600 ampères par centimètre carré sur une microélectrode. C'est du calcium et du chlorure de calcium. C'est des cinétiques très rapides, évidemment. On ne peut pas l'utiliser pour une batterie parce qu'il y a des facteurs limitants, mais en tout cas, le transfert de charge, c'est pas ça le facteur limitant, et ça, un autre travail. Bon, on a utilisé du sélénium, ce qui n'est pas très bon sur le plan économique, mais en tout cas au régime stable, quand on prend 1 volt, on a 6 ampères par centimètre carré, ce qui est 9 fois la densité dans une cellule Hall. Donc, ça vous donne un peu une idée de la cinétique impliquée ici. Et comme c'est quelque chose qui s'auto-assemble, bon, on pense que cela pourrait être utilisé à plus grande échelle, à faible coût. Et ça, c'est très important. Voilà, ici, une échelle logarithmique avec la base installée et le coût d'investissement. Les volants d'inertie, vous voyez, c'est fantastique, mais ça coûte très cher. Les batteries lithium-ion, $1000 par kilowattheure, ça n'a pas de rôle à jouer sur ce marché. Parfois, les gens les utilisent pour économiser de l'énergie dans des cadres statiques, mais ça coûte trop cher. Les batteries flux, l'acide plomb, quand on commence à être en dessous de $500 par kilowattheure, ça commence à être intéressant. Le sulfite de sodium, c'est beaucoup utilisé au Japon. On commence à l'utiliser aux États-Unis. Mais je crois que le sulfure de sodium, c'est à peu près $150 par kilowattheure. Et puis, l'hydroélectrique, la puissance hydroélectrique pompée avec des stations de relevage qui permet de remonter de l'eau et puis ensuite de la laisser tomber quand on a besoin pour produire de l'électricité. Aux États-Unis, il serait impossible de construire ce genre d'installation. On n'a plus de permis de construire pour des barrages que l'on construit en haut des chaînes montagneuses. Donc, c'est une technologie intéressante, mais il y a des implications socio-économiques et dans ce cas-là, en raison de critères esthétiques, on n'a plus le droit de construire ce genre de choses. Et puis, les batteries métal liquide sont à peu près à ce niveau-là et on espère pouvoir progresser encore. Et ce n'est pas juste des inventions astucieuses. Il y a aussi des opportunités pour la recherche fondamentale et la science fondamentale. Cela dit, la base de données est un petit peu lacunaire parce qu'il y a des alliages qui n'ont jamais utilisé à grande échelle ou des semi-conducteurs et la théorie n'est pas encore finalisée pour nous permettre de prévoir les propriétés des métals liquides et des alliages. Quand on demande aux physiciens de montrer ses calculs, il a en général de bonnes choses à dire pour les métaux solides, mais pour les alliages, les métaux liquides, les sels fondus, on en est encore loin. Et puis, les données EMF pour les sels fondus, même si on se tourne vers le passé et les chroniques historiques, on a peut-être des conflits aussi.
Reagan avait dit ça à Gorbatchev, c'est bien de faire confiance, mais vaut mieux vérifier. Donc nous aussi, il faut qu'on vérifie. Voici un exemple d'alliage calcium-bismuth. Vous avez la taille d'un système de hockey avec une pastille en fluorure de calcium et des petits puits, des orifices avec différents alliages. Ensuite, on le met au four et on peut mesurer la différence de tension entre le calcium, les alliages calcium-bismuth et puis on évalue les températures, etc. Vous avez ici les éprouvettes qui ont été préparées. Voici les résultats de mois de travail, différentes compositions, différentes températures, etc. Et puis, les données sont excellentes. Si vous comparez la tension avec plus de fractions à différentes températures, lorsqu'on touche la limite de phase, on voit la rupture dans la courbe de tension. Donc, c'est une vérification par mesure EMF. Vous avez ici un exemple d'un système de 30 cm de 20 ampères qui fonctionne à 500 degrés Celsius. À l'intérieur de ce puits, vous avez différents types de modèles et de conceptions qui ont été imaginés pour arriver à une cellule auto-alimentée avec une cellule de 20 ampères, avec les composants actifs ici, avec des brides importante ici de façon à avoir un bon gradient thermique et le résultat de notre modélisation élément fini pour essayer de comprendre la relation entre le courant, la cellule et la température pour nous permettre de déterminer quel sera le bon diamètre de cellule de façon à ne pas avoir de source thermique externe. Une autre maquette aussi qui fait 30 sur 60 cm avec les composants actifs ici à l'intérieur. L'électrode électronégative et l'électrode positive, électronégative ici. Vous avez donc différents sels, alliages, différentes solutions chimiques ont été utilisées. On est allé jusqu'à des 0,3% par cycle sur des cellules d'1 ampère avec des coûts de matériaux inférieurs à $80 par kilowattheure. Et puis, j'ai des étudiants qui commencent à travailler activement pour faire un prototype. C'est une équipe internationale. Cette jeune femme est française. Elle vient de Paris. Ce jeune homme est un postdoctorant qui travaille pour Total. Un étudiant espagnol, un étudiant canadien. Donc, tout le monde travaille et moi, je fais les exposés. Donc, vous avez ici nos mécènes, Total et ARPA-E, la division du ministère de l'Énergie américain. En fait, une partie du financement vient de ces deux grands mécènes. Dernière chose, avant de conclure, je voudrais parler du lithium pour la traction automobile. On veut conduire cette voiture sans avoir besoin de ça. Il s'agit donc de stabiliser les coûts du pétrole. Il faut assurer la sécurité nationale, réduire les émissions de CO2 et améliorer la qualité. Et tout ce qu'il nous faut, ce sont des batteries qui supportent un grand nombre de cycles à un coût très compétitif. Cela ne concerne pas que les voitures. J'étais à Nice il y a un mois approximativement et sur la place principale de Nice, vous avez par une alimentation batterie, le tram traverse, fait demi-tour et avance ainsi. Pour des raisons esthétiques, on n'a donc pas les câbles et les pylônes. On a besoin de batterie, tout passe par le sol. On a donc cette capacité pour conduire 1,5 km. Voici la loi d'échelle, donc la masse et le volume. Un Boeing 777, on en vend à peu près moins d'une centaine à ce prix-là. Et puis la voiture, c'est moins de $10 par kilogramme. Et puis ensuite, McDonald's en vend 1 milliard. Donc eux, ils sont à l'extrémité de cette très intéressante courbe. Donc 200 watts par kilogramme, $250 par kilowatt, soit $50 par kilo.
Cela vous indique où vous devez vous situer sur la table de Mendeleïev, sinon vous êtes perdu. Et puis, on compare ça avec la combustion interne théorique. C'est plutôt meilleur que le pétrole. Mais lorsqu'on utilise des batteries ou des accumulateurs, voilà ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe quand on met tout ça dans un système, dans le véhicule. Eh bien, si vous considérez le système pour l'essence, c'est pas génial. Et vous voyez, avec des petites améliorations des batteries, on peut améliorer la combustion interne de ces dispositifs. Donc, 24 cents par mile avec une gamme de 400 km. C'est ce que les Américains recherchent. Et vous avez ici le coût par kilométrage. En fait, ce tableau est plus optimiste que moi. Et moi, je voudrais qu'on se trouve ici à 250, donc 400 km à peu près. Et si vous dites 200 dollars par kilowatt-heure, voilà votre objectif. Alors, il faut s'écarter du lithium. On ne peut pas continuer avec le lithium. Donc, il faut essayer de trouver d'autres éléments qui ont une valence supérieure à 1. Le magnésium, l'aluminium, le fer. Autre approche, le lithium qui peut avoir plus d'un électron compensateur. Tous ces matériaux ne vous donnent qu'un électron. Donc, si on peut forcer le lithium à avoir un cyclage de plusieurs étapes de redox, ce sera intéressant. Voici l'origine de l'électrochimie. Monsieur Volta. Et voici sa pile. Donc, toutes ces pièces empilées et qui étaient trempées dans la saumure. Il était professeur. Il a inventé ça à l'université. Donc, il a donné naissance à l'électrochimie. Il a montré l'utilité, il a démontré l'utilité d'un professeur d'université. Parce que jusqu'alors, personne n'avait idée de l'utilité d'un professeur d'université. Et puis, Volta rencontre Schrödinger et la mécanique quantique entre sur le terrain. Et mon collègue Greg Sutter a montré la densité électronique différentielle avec un oxyde nickel, avec la présence de manganèse. Vous avez ici vous voyez qu'en présence de manganèse, on passe de nickel 4+, à nickel 2+, donc un déplacement de 2 électrons, donc en principe 540 watts par kilogramme pour ce type de matériau. Notre rêve le plus fou, ce serait la stabilisation du chrome pour que celui-ci passe de 6+ à 3+, c'est-à-dire 700 Wh, donc un prix intéressant. Rappelez-vous de cette citation de 1968, « Soyez réaliste et demandez l'impossible ». Le chrome, le manganèse, même chose, on passe à 700. Et une fois encore, soyez réaliste, demandez l'impossible. C'est faisable. Et enfin, nous avons fait avec les cathodes densité, avec des batteries en polymère solide. On n'est pas dans l'ordre du nano, on est dans l'ordre du micron. On est à 300 watts par kilogramme avec ce matériau. Ça, c'est au niveau de la cellule. Et puis, vous empilez. Et le coût, quel est-il? En synthèse, j'espère que vous avez compris que c'est pas une taille pour tout le monde, qu'il y a différentes applications qui ont besoin de différentes sources d'alimentation, que des grandes évolutions sont en cours parce que nous avons maintenant des scientifiques spécialisés dans les matériaux qui travaillent avec nous. Les sciences de l'informatique pourraient aussi accélérer la vitesse des découvertes. Nous avons entendu par l'orateur précédent qu'il y avait parfois un engagement et puis qu'en fait l'engagement devenait lettre morte et que cela n'avançait nulle part. Et j'aimerais en citer le président Kennedy qui est à l'université de Rice et qui évoquait la mission sur la Lune. Et il a dit, nous avons choisi d'aller sur la Lune et de faire d'autres choses, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas aux autres programmes.
Nous avons choisi d'aller sur la Lune lors de cette décennie et de faire les autres choses, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'elles sont difficiles. Parce que cet objectif nous permettra d'organiser et de mesurer toutes nos énergies, toutes nos compétences, c'est-à-dire organiser la communauté scientifique pour le bien public, parce que c'est un défi que nous sommes prêts à accepter et que nous ne voulons pas repousser et que nous avons l'intention de relever ainsi que les autres. Merci.